Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur CGTN français pour cette nouvelle édition du journal. La seconde partie de cette émission sera consacrée à la crise ukrainienne. Pour un décryptage plus en détail de la situation et des enjeux, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Xu Tiebing, professeur en relations internationales à Chine Université de Communication. Et nous allons joindre dans quelques instants Toumer Al-Khaloufi, directeur d'éducation de l'Université des Affaires étrangères de Chine, et Jean-Noël Beka Binguema, professeur du département de management de l'Université internationale de Rabat. Et place maintenant à l'actualité internationale. La radio publique du Burkina Faso, la RTB, a rapporté lundi soir qu'au moins 59 personnes avaient trouvé la mort lundi dans une explosion sur un site minier artisanal dans la localité de Gbum Blora, dans la province du Poni. Selon plusieurs témoins, l'explosion serait partie d'un incendie dans un stock d'explosifs utilisé par les orpailleurs lors de leurs opérations. Les autorités locales sont arrivées sur les lieux du drame. La RTB a affirmé qu'une enquête avait été ouverte. Les États-Unis ont déclaré qu'ils se coordonnaient avec leurs alliés et annonceraient de nouvelles sanctions contre la Russie. La décision fait suite à la reconnaissance par Moscou de l'indépendance des régions ukrainiennes de Donetsk et Lugansk. Pour sa part, Moscou a déclaré qu'il ne laisserait pas un nouveau bain de sang se produire dans les régions et y avait envoyé ce qu'il appelle des forces de maintien de la paix. Le président américain Joe Biden a signé plus tôt un décret exécutif pour imposer des sanctions économiques aux deux régions. Le Japon et l'Union européenne ont également mis en garde contre de possibles sanctions. Plusieurs pays et les Nations Unies se sont opposés à la décision de la Russie de reconnaître l'indépendance des régions de Donetsk et de Lugansk dans l'est de l'Ukraine. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exprimé ses inquiétudes et a déclaré que la décision de la Russie constituait une violation de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'Ukraine, incompatible avec les principes de la Charte des Nations Unies. Le président américain Joe Biden a de son côté signé un décret interdisant aux entités américaines d'avoir affaire aux deux régions et a déclaré que davantage de sanctions pourraient être imposées si nécessaire. Le Royaume-Uni a indiqué qu'il préparait des sanctions conséquentes et la France a appelé à des sanctions ciblées de l'Union européenne contre Moscou. L'Allemagne a affirmé que la Russie avait rompu son engagement envers les accords de paix de Minsk. Le Canada et le Japon ont également condamné cette démarche. Des habitants de Donetsk ont tiré des feux d'artifice en guise de célébration après que la Russie a reconnu les deux régions séparatistes. Ils sont ainsi descendus dans la rue en agitant des drapeaux russes et en scandant le nom Russie. Le chef du comité exécutif de Donetsk a qualifié cette annonce de nouvelle brique sur la route vers la Fédération de Russie. Dans le même temps, les bombardements se poursuivent dans certaines régions de l'est de l'Ukraine. Maintenant, on va débattre avec M. Al-Khaloufi. Cette nuit, Vladimir Poutine a signé un décret reconnaissant deux régions de l'Est de l'Ukraine en tant qu'État indépendant. Il s'agit, selon ses mots, de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Lugansk. Que veut Poutine par cette double reconnaissance, M. Al-Khaloufi? Bonjour, ravi d'être de retour sur le plateau CGTN. En effet, le décret, par cela, Poutine veut en effet dire au monde que c'est un fait accompli. Il y a bien sûr une dimension internationale domestique à ce décret-là. Le premier message, c'est que, pour les Européens, pour l'OTAN et pour les Américains, voilà, fait accompli, qu'est-ce que vous allez faire? C'est à vous de voir comment gérer cette situation avec la Russie. Deux, bien sûr, il faut donner comment dirais-je, une base légale. Donc, le décret lui-même, il offre à président Poutine une base légale d'intervention. On peut dire que pour maintenant, la machine militaire russe est en avance.
Donc, c'est vraiment ça, c'est au niveau international. Au niveau domestique, si on faut bien comprendre que dans le décret lui-même, le président russe annonce que c'est pour des raisons historiques. Donc, il faut préparer à ce niveau-là les Russes eux-mêmes à ce que va arriver après, ça veut dire l'intervention militaire dans les deux régions pour lui donner le soutien populaire russe à ce niveau-là. Très bien. Et Monsieur Nguema, qui nous attend aussi en ligne pour partager votre avis. Qu'en pensez-vous? Monsieur Nguema? Je pense que Vladimir Poutine a, à travers cette double reconnaissance, mis en exergue la nécessité de prendre cette décision qui est à la fois dimension stratégique, géopolitique. Premièrement, je pense que cette décision ouvre la voie à un appel à l'aide à la Russie de la part de ces territoires en tant qu'État indépendant souverain. Et donc l'entrée en force russe dans ces régions. Deuxièmement, j'estime qu'à travers cet accord, le président russe Vladimir Poutine signe effectivement la fin d'un processus de paix sous médiation franco-allemande qui prévoyait un retour de ces territoires sous le contrôle de Kiev en échange d'une large autonomie. Comme troisième aspect, j'estime que cette mesure ouvre la porte à un déploiement militaire russe dans ces régions, à la demande notamment des autorités locales qui seraient donc reconnues comme légitimes par Moscou et au nom de la protection des citoyens russes y habitant. Enfin, j'estime que cette reconnaissance russe joue un rôle très important car cela bafoue effectivement le processus de paix issu des accords de Minsk de 1995 signés à cet effet par la Russie et l'Ukraine sous médiation franco-allemande qui visait justement un retour de la souveraineté ukrainienne dans ces zones. D'accord. Et Monsieur Chutebin, vous, quel est votre avis sur cette, comment dire, cette double reconnaissance? Je pense que d'abord, après le résultat d'impasse dans le premier, je dirais, bras de fer entre l'Occident et la Russie, on attend, disons, on considère, on observe l'évolution de deuxième phase. Et finalement, cette décision unilatérale de la Russie vient un peu surprenante, trop précipitée et avec, je pense, la conséquence assez lourde. C'est-à-dire, finalement, est-ce que la Russie va changer une certaine calcul stratégique visionnaire en disant que finalement, si on n'arrive pas à modifier, à faire changer ces options, ces orientations, disons, pro-occidentales de l'Ukraine, est-ce que faut-il maintenant, dès maintenant, on va, je dirais, consolider, je dirais, les gains de cause en affaiblissant ces États, en coupant une partie. Là, moi, je dirais que c'est la réduction, au moins, je dirais, de l'opportunité d'une voie, disons, diplomatique comme Minsk, l'accord de Minsk, pour, je dirais, une solution diplomatique et non guerrière. Et finalement, c'est quoi, quand on pense un peu 2008, c'est la répétition, une sorte de répétition de ce scénario, de ce qui s'est passé en Géorgie. On va revenir tout de suite après une courte pause. Et Monsieur Xu, on sait que ces deux régions ont un statut un peu particulier. En tout cas, ils ont des particularités. Pouvez-vous les présenter brièvement? Oui, je dirais que pendant plus de 3 siècles, l'Ukraine et la Russie font la même famille, malgré, je dirais, certaines différences moins importantes, mais ethniquement, culturellement, c'est similaire. Et donc, la partie de l'Est de l'Ukraine faisait partie où la Russie, que ce soit tsariste, Staline ou soviétique, où à l'époque, il y a fait beaucoup d'investissement, notamment industrialisé et fortement russophone. C'est là que je pense qu'un facteur fondamental pour, je dirais, la composition de l'État d'Ukraine.
il y a l'Est, il y a l'Ouest, d'un côté un peu catholique traditionnel et historiquement, culturellement pro-occidental, de l'autre côté plutôt lié, sondé, cimenté avec la partie de la Russie. Et que si, je pense, la classe politique élite de la classe politique de Kiev, je dirais, prend suffisamment cette différence. Il peut pour mieux gérer et équilibrer pour la souveraineté et l'intégrité de leur propre pays. Mais qu'on le sait, depuis 2014, il y a l'évolution, disons, de couleur, ce qui a fait que Yanukovych est chassé, il y a l'autre président qui devient, le choix apparemment, disons, pro-occidental devient un peu inévitable. Là, je dirais, bien sûr, il y a un peu centrifuge, le rebelle, séparation. Je dirais qu'il y aurait, de lourdes conséquences, non seulement pour la Russie, mais aussi pour la sécurité européenne. Et c'est dommage que, finalement, qu'il y a un voie, disons, de compromis. C'est nouveau l'accord de Minsk qui voulait essayer de trouver une solution. Et pour le moment, si on va, disons, les accrochages ici et là, ça n'a pas donné jusqu'à maintenant un résultat, je dirais considérable. Comme vous évoquez Yanukovych, on va revenir au tout début de cette crise. Justement, en 2014, la Russie a récupéré la Crimée. Que valent Donetsk et Lugansk par rapport à la Crimée? Crimée, c'est un peu... À l'Ukraine, que valent ces régions à la Crimée? Crimée, en fait, c'est un territoire conquis par la Russie à partir de l'Empire ottoman. C'est seulement dans les années 50 du siècle dernier, Khrouchtchev a partagé pour célébrer 3 siècles d'amitié et de l'union avec l'Ukraine. On a attribué à l'Ukraine. Donc, c'est historiquement, je pense que le Lugansk et une partie de l'Est de l'Ukraine, c'est beaucoup plus solide que la situation de Crimée. D'accord. Et ma prochaine question sera adressée à M. Al-Khaloufi. Quelles seraient les réactions de l'Ukraine à la signature par Poutine de ce décret? Déjà, on a remarqué que le président de l'Ukraine a annoncé qu'il n'acceptait pas le décret. Bien sûr, on pense aussi que l'Ukraine va essayer d'aller au Conseil de l'ONU pour demander un soutien moral et politique à ce niveau-là. Il y aura aussi des interventions entre l'Ukraine et l'Union européenne, les États-Unis, en train de voir quel autre soutien ces deux blocs vont lui apporter. Franchement, en parler, je ne pense pas que le soutien va aller au-delà du point moral et logistique, comme les États-Unis l'ont déjà bien indiqué, même les Européens. Donc, je ne pense pas que l'Ukraine vraiment a une position forte à ce moment-là au niveau de revendication. Donc, ça va rester simplement au niveau discours et demander un soutien moral. Donc, sans le soutien de l'Occident, l'Ukraine ne va pas envoyer ses troupes dans ces deux régions, selon vous? Non, je ne pense pas. C'est très difficile pour l'Ukraine de militairement s'avancer et de contrer l'armée russe. Il ne faut pas oublier que le décret lui-même a annoncé l'envoi d'une force de paix. Donc, je ne vois pas l'Ukraine s'aventurer à entrer en guerre contre la Russie maintenant. Ça ne peut pas se faire. Et M. Nguema, qu'en pensez-vous? Eh bien, écoutez, je pense que l'Ukraine pourrait effectivement considérer un tel acte comme une agression, considérée comme sans armes, car la reconnaissance des territoires séparatistes de l'Est de l'Ukraine, brandis par Moscou, apparaît dans ce contexte assez difficile comme une mesure à double tranchant. Par ailleurs, j'estime que cette double reconnaissance de ces régions séparatistes est une décision qui risquerait de mettre le feu aux poudres, dans la mesure où l'Ukraine redouterait effectivement d'une offensive russe de grande ampleur. En outre, j'estime que cette double reconnaissance permettra de facto
une rupture multilatérale du processus de paix de l'Est de l'Ukraine qui avait été signé il y a quelques années, plus précisément en 2015, par les deux parties. Et donc, une bonne décision serait d'effectivement promouvoir une coopération, sinon résoudre ce conflit à travers la voie diplomatique. Très bien. Monsieur Chutier-Bion, quel est votre avis? Moi, je pense un peu plus loin. Je pense que depuis 30 ans, qu'est-ce qu'on voit l'évolution de l'Ukraine? C'est la deuxième pays république, le plus riche, puissant, le plus industrialisé, le plus développé dans les cadres de l'Union soviétique. C'est alors, le numéro 30 2. ans après, voilà, 30 ans après, c'est quoi? C'est un des pays les plus pauvres, du point de vue du PIB, du point de vue des revenus par habitant de l'Europe. Là, moi, je pense qu'il y a pas mal de choses à réfléchir, notamment sur ses orientations, je dirais ses choix, notamment avec son ancien maître, disons Kremlin, la Russie. Oui, d'accord, on va revenir là-dessus, mais ce que je voudrais demander, c'est leur réaction immédiate par rapport à la signature de ce décret par la Russie. Bien sûr, il y a bien sûr une réaction, je dirais que normale, on dit non-reconnaissance, la volonté affichée. Mais probablement, il faut que l'Ukraine repense sa stratégie, je dirais, d'alliance et dans un cadre, disons, géopolitique entre l'Occident et, je dirais, le voisin historique si puissant, la Russie. Faut-il faire un choix plutôt comme un pays comme l'Autriche, la Suisse ou la Finlande à un certain moment donné? Ça se joue plutôt un pays de pont et de tampon entre les deux blocs où finalement et unilatéralement il faut un choix comme actuellement sous nos yeux. Je pense que tout l'observateur a beaucoup de commentaires à se faire. J'adore cette analogie. Je me demande, est-ce qu'on peut mettre un parallélisme, mettre en parallèle cette situation avec la situation en 2008 quand la Russie a fait la guerre avec la Géorgie en annexant l'Ossétie du Sud et comment ça s'appelle, l'autre république. Oui, Odessie du Nord, etc. Ça me revient, oui. Oui, mais l'Abkhazie. Oui, certaines similitudes, c'est-à-dire que l'État, disons, en question, par exemple, l'Ukraine ou la Géorgie, ça existe, mais c'est obligé, disons, d'accepter la perte d'une partie de leur territoire. Et ces deux territoires, je pense même si Lugansk ou d'autres, du point de vue de la dimension, etc., n'arrivent pas à faire une entité vraiment autonome ou, disons, indépendante parmi les communautés internationales. Mais ça traîne parce que ça couvre une partie. C'est-à-dire que c'est un prix payé pour ces choix, disons, de ces choix extérieurs. Pour Kiev aujourd'hui et pour Erwan, disons, dans les passés. Tbilissi dans les passés. D'accord. Merci, Monsieur Chutier-Bion. On va reprendre la discussion dans un second temps. Hein. Maintenant, on va revenir à l'actualité internationale. Analysons comment les tensions se sont intensifiées au cours des derniers mois. Les tensions ont atteint un point critique entre les deux membres de l'ex-Union soviétique. L'OTAN envisage d'intégrer l'Ukraine pro-Occident. Mais Moscou a annoncé qu'il s'agissait de sa ligne rouge. Les mouvements de troupes sont devenus de plus en plus évidents depuis la fin de l'année dernière. En novembre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il y avait près de 100 000 soldats russes stationnés près de la frontière. La Russie a immédiatement nié et a accusé l'Ukraine de se renforcer militairement. Par ailleurs, Moscou a clairement exprimé ses exigences. La Russie veut des garanties juridiques que l'Ukraine ne fera jamais partie de l'OTAN. Début décembre, les États-Unis ont menacé la Russie de fortes mesures économiques, entre autres, si elle envahissait l'Ukraine. La Russie a répondu avec de nouvelles propositions visant à limiter la présence militaire des États-Unis et de l'OTAN près de ses frontières, ainsi que leur influence sur les anciens États soviétiques. En janvier, les troupes russes ont entamé des exercices militaires en Biélorussie qui, selon Moscou, visaient à contrecarrer une agression extérieure. Le même mois, les États-Unis et l'OTAN ont formellement rejeté les demandes de la Russie en les qualifiant d'irréalistes.
L'OTAN a rapidement mobilisé des troupes et envoyé des navires et des avions de chasse pour renforcer la défense orientale de l'Europe. Le 31 janvier, Moscou a accusé les États-Unis d'alimenter l'hystérie après que Washington a déclaré que 30 000 soldats russes seraient déployés en Biélorussie, près de la frontière ukrainienne début février. Les dirigeants mondiaux ont tenté de trouver des solutions diplomatiques à la crise. En février, le format Normandie s'est réuni à Berlin. Le groupement diplomatique constitué par l'Allemagne, la France, la Russie et l'Ukraine a été créé en 2014 pour trouver une solution pacifique dans le Donbass, dans l'Est ukrainien. Un conflit armé dans le Donbass avait éclaté en 2014, opposant les forces gouvernementales ukrainiennes aux combattants pro-russes pour le contrôle d'une grande partie des deux régions fortement industrialisées de Donetsk et Lugansk. Plus de 10 000 personnes sont mortes dans le conflit, au terme duquel les deux régions ont proclamé leur indépendance. Les accords de Minsk ont été conclus entre 2014 et 2015 pour tenter d'aboutir à un cessez-le-feu, mais les protocoles n'ont jamais été correctement mis en œuvre. Les tirs d'obus se sont intensifiés ces derniers jours tout le long de la ligne de front dans le Donbass. Les dirigeants de Donetsk et de Lugansk expliquent qu'ils évacuent les résidents vers la Russie. Lundi, Vladimir Poutine a officiellement reconnu l'indépendance des deux républiques et a ordonné aux troupes russes de s'y rendre dans le cadre d'une mission de maintien de la paix. La décision a été condamnée par de nombreux dirigeants occidentaux qui ont promis des sanctions tout en appelant les ressortissants à évacuer par crainte d'une guerre imminente. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, s'est exprimé lors de la conférence de Munich sur la sécurité ce mois-ci, insistant sur le fait qu'il n'y avait pas d'alternative à la diplomatie pour résoudre la crise russo-ukrainienne. À l'issue d'entretiens avec ses homologues russes et ukrainiens, le président français Emmanuel Macron a déclaré que l'accord Minsk II, qui visait à mettre fin à la guerre dans l'est de l'Ukraine, est, je cite, le seul chemin sur lequel la paix peut être construite dans la région. Quels sont donc les deux accords de Minsk? Le premier protocole de Minsk a été signé en septembre 2014 par l'Ukraine, la Russie, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE et les insurgés de l'Est de l'Ukraine. En quête d'indépendance, l'Ukraine et les insurgés ont accepté un accord de cessez-le-feu immédiat en 12 points, comprenant le retrait des armes lourdes et des échanges de prisonniers. Mais l'accord n'a pas permis d'arrêter les combats avec de fréquentes violations par les deux parties. 5 mois plus tard, après que l'Ukraine a perdu des territoires, le deuxième accord de Minsk a été signé. Sous la médiation de la France et de l'Allemagne, des représentants de Russie et d'Ukraine ont signé un accord en 13 points. Outre un cessez-le-feu, les points les plus importants comprenaient le retrait des armes, la surveillance du cessez-le-feu par l'OSCE et la tenue d'élections locales dans certaines parties de l'Est de l'Ukraine. Le deuxième accord a également été rapidement rompu, les deux parties ayant signalé des violations. Au cœur de la crise ukrainienne se trouve une région agitée du sud-est du pays qui s'autogère depuis 2014. Les communautés de Donetsk et Lugansk s'y trouvent, séparées du reste de l'Ukraine et entièrement des liens étroits avec entretiennent des liens étroits avec la Russie. Pour beaucoup, trouver une solution durable pour la région est donc essentiel pour améliorer les relations russo-ukrainiennes et mettre fin au conflit. Depuis près de 100 ans, le Donbass, dans le sud-est de l'Ukraine, est la puissante région industrielle du pays. Dans les années 1920, l'Union soviétique l'appelait d'ailleurs le cœur de la Russie et ses ressources étaient essentielles au développement après la guerre civile russe. Des millions de personnes y vivent et l'acier et le charbon restent encore aujourd'hui les principaux moteurs de l'économie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Hitler avait tenté de contrôler cette zone stratégique ainsi que ses importantes ressources, mais en 1943, les habitants du Donbass ont combattu aux côtés de l'armée rouge dans l'une des batailles les plus décisives du conflit et ont contribué à mettre fin à l'occupation nazie. Malgré un vote écrasant pour l'indépendance de l'Ukraine en 1991 à la suite de la désintégration de l'Union soviétique, le Donbass a conservé une forte identité soviétique et d'importants liens économiques et culturels avec la Russie. Le russe et non l'ukrainien est la principale langue parlée dans la région et depuis 2019, la Russie a délivré plus de 600 000 passeports à ses résidents. Aujourd'hui, le Donbass est coupé en deux. Donetsk et Lugansk étaient des oblasts administratifs, des provinces ukrainiennes gouvernées par Kiev jusqu'aux troubles politiques qui ont secoué le pays début 2014. Des militants ont alors pris le contrôle des bâtiments gouvernementaux et au printemps, ils ont proclamé l'indépendance. La République populaire de Donetsk et la République populaire de Lugansk étaient nées. Depuis 2014, la RPD et la RPL ont adopté leur propre constitution, créé des tribunaux et des ministères,
conçu leur propre drapeau et même émis leur propre plaque d'immatriculation. Le rouble russe a en grande partie remplacé la hryvnia ukrainienne. Cependant, aucun État, y compris la Russie, n'a encore reconnu officiellement leur indépendance. Aujourd'hui, quelques 3,7 millions de personnes vivent dans les zones non contrôlées par le gouvernement et sont séparées du reste de l'Ukraine par ce qu'on appelle la ligne de contact. La frontière artificielle a séparé des centaines de milliers de personnes dans la région et beaucoup ont été victimes de violences au cours des 8 dernières années de conflit. Plus de 10 000 personnes y sont mortes en 7 ans. En raison des actions entreprises par les deux parties, la ligne de contact s'est transformée en ligne de démarcation solide. Les connexions infrastructurelles critiques telles que les conduites d'eau et les lignes électriques ont été coupées. Et un blocus économique imposé par Kiev début 2017 empêche de nombreux biens et services d'atteindre la région. Beaucoup de gens de chaque côté de la ligne de contact considèrent cette ligne de démarcation comme une construction malvenue. Certains ont des parents de l'autre côté et des milliers de personnes la traversent chaque jour. Mais certaines agences du gouvernement ukrainien traitent effectivement les résidents des territoires non contrôlés comme des citoyens de seconde zone. Les experts disent que de nombreuses personnes dans ces régions ne veulent pas repasser sous l'égide de Kiev et que dans tous les cas, Kiev n'a pas accompli suffisamment pour leur faire changer d'avis. Et alors que les combats se poursuivent, le statu quo apparaît comme le seul avenir disponible. Les tensions surviennent alors que l'OTAN s'est élargie au cours des dernières décennies. La Russie considère l'expansion vers l'Est de l'Alliance comme une menace existentielle. L'Ukraine est devenue le dangereux point de départ d'un conflit entre la Russie et l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, dirigée par les États-Unis. Le président russe Vladimir Poutine a averti que l'élargissement de l'OTAN avec l'Ukraine et d'autres anciens États soviétiques était une ligne rouge à ne pas franchir. En décembre dernier, Moscou a soumis des propositions de sécurité, dont un traité de sécurité russo-américain et un projet d'accord entre Moscou et l'OTAN, excluant l'adhésion de l'Ukraine et d'autres anciens pays soviétiques. La Russie cherchait à faire reculer les déploiements militaires de l'Alliance en Europe centrale et orientale. La Russie a nié tout projet d'envahir l'Ukraine. Depuis 1991, l'OTAN a poursuivi une expansion progressive et constante vers l'Est, ce que la Russie considère comme une grande menace. Elle s'inquiète également d'éventuels déploiements de missiles de l'OTAN dans les pays voisins. Mais Washington et ses alliés ont rejeté de telles promesses à la Russie, affirmant que ces anciennes républiques soviétiques sont des États souverains indépendants, ayant le droit de choisir de rejoindre n'importe quel bloc politique. Le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a lui déclaré que l'Alliance cherchait à intensifier ses efforts pour renforcer son flanc oriental, avertissant que la menace de la Russie était devenue la nouvelle normalité en Europe. L'Ukraine, au centre du différend, fait partie de l'Union soviétique pendant des siècles et les deux parties entretiennent de solides liens culturels, historiques, ethniques et linguistiques. Mais la partie occidentale du pays semble être pro-occidentale, tandis que la partie orientale penche apparemment davantage vers la Russie. Après l'effondrement de l'Union soviétique, la fracture en Ukraine s'est accentuée. La Russie a une influence significative dans des régions comme Donetsk, Lugansk et la Crimée, tandis que l'Ukraine a cherché à reprendre ces régions. Les conflits entre l'Ukraine et la Russie se sont aggravés au cours des 3 dernières décennies. L'année dernière, l'Ukraine et l'OTAN ont organisé des exercices militaires conjoints de haut niveau, visant à renforcer les liens entre alliés et partenaires et à démontrer leur volonté de combattre les soi-disant menaces dans la région de la mer Noire. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'info continue sur notre site internet et les réseaux sociaux. Et excellente suite de programme sur CGTN français.